Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 du podcast Un petit quelque chose. Aujourd'hui, nous rencontrons Luce qui est violoniste et écrivaine et qui nous explique comment les mots et la musique s'entrelacent, comment il est possible de créer un nouvel espace de création quand on fait déjà un métier artistique. Je vous invite à rester jusqu'au bout pour découvrir son tout nouveau roman, son tout nouveau livre qui sortira dans 2 jours, le 9 décembre, et elle nous le fait découvrir en fin d'épisode. Je vous souhaite une belle découverte et une belle écoute. Bonjour Luce, bienvenue dans cet épisode 5. On est ici aujourd'hui pour parler de ton parcours en tant que violoniste et autrice. Et j'aimerais que tu commences à nous expliquer comment tu as choisi le violon quand tu étais petite. J'ai choisi le violon un peu sur un malentendu, comme ça, parce que ma sœur, j'ai une sœur qui a 12 ans de plus que moi, et ma sœur faisait du violoncelle, et j'aimais beaucoup, beaucoup le violoncelle, mais je voulais pas faire la même chose que ma sœur. Donc j'ai choisi le violon, que j'ai d'abord un peu regretté, parce que c'est quand même très aigu, le violon. C'est ingrat au tout début, en plus. Oui, voilà. Alors peut-être pas plus que le violoncelle, j'en sais rien, mais... Voilà, ça s'est fait comme ça. Et alors, tu as étudié où ? Tu viens d'où de France ? Je viens de région parisienne. D'accord. Et donc, j'ai fait tout mon cursus de violon dans le même conservatoire, qui était un conservatoire régional. Voilà, avant d'arriver à Bruxelles. Et tu as commencé à quel âge ? À 6 ans, je crois. Est-ce que tu as fait ce parcours que beaucoup de Français font, à savoir l'école à horaire aménagé oui, musique. j'ai fait ça, à Paris. Mais alors, ça veut dire que tu avais déjà une vraie volonté, c'est quoi, adolescence, quand on intègre ces écoles-là ? Ou c'est déjà un peu avant ? Oui, moi j'étais à partir du collège, donc collège, à partir de 10 ans. Et à 10 ans, je savais déjà que je voulais faire du violon. Ça, c'est dingue. C'était pur coup de cœur, le violon. À part que c'était un peu trop aigu. Sûrement, oui. Je me rappelle pas dans quel état d'esprit j'étais à 10 ans, mais je me rappelle que oui, ça a été mon rêve et que tout le monde trouvait ça normal et évident que j'ai envie de faire du violon, mon métier. C'est dingue, voilà. ça. Donc ça a été super fluide en fait, finalement, le fait que tu fasses du violon, que tu allais aller au conservatoire, que tu allais en faire ton métier. C'était évident dans ta tête. Dans ma tête, c'était évident. Ouais. Après, super fluide, ça reste un métier artistique où on n'est jamais sûr fluide dans le choix d'y arriver. Dans le choix, voilà. Ouais. Ok, super. Et comment tu as vécu tes années, justement, quand tu es rentrée en... Est-ce que tu as eu des professeurs qui t'ont marqué, déjà ou pas ? Et aussi, comment sont passées tes années dans cet horaire... Enfin, c'est des écoles à horaire aménagé en France ? Alors... la première chose, c'est que j'ai que eu des profs qui m'ont marqué. Oh, c'est-à-dire... c'est beau ça. Alors, dans un sens ou dans l'autre, marqué, ça peut être... on le prend comme on veut. J'ai commencé le violon. En fait, j'ai eu une première prof pendant, je pense, 1 an ou peut-être 2, je me rappelle plus, mais enfin, pas très très longtemps. Et là, c'était vraiment la vieille école. J'avais une note sur 20 à chaque cours. Ma mère qui assistait aux cours. Oui. Je sortais en pleurant de chaque cours. Voilà. Et donc, je me dis, en repensant à ça, mais vraiment, je dois être masochiste parce que comment j'ai pu quand même avoir envie de faire du violon avec un début pareil. Surtout, à cet âge-là, c'est vraiment, je trouve, décisionnel, quoi. S'il y a un prof avec qui ça se passe pas bien, a priori, l'enfant, il dit plutôt, j'ai envie d'arrêter, en fait, j'aime pas. Alors qu'en fait, c'est une question de professeur, plutôt. Ouais, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Et donc, cette prof est partie à la pension. Et donc, j'ai eu une nouvelle prof qui remplaçait ce poste-là. Et cette prof, elle m'a aussi marquée parce que je suis restée avec elle pendant, je crois, 10 ans. Ah, waouh. En fait, tout mon parcours en France, je l'ai fait avec elle. Donc forcément, ça marque. Et elle t'a accompagnée jusque quand t'es rentrée en conservatoire ? Oui, c'est ça. Enfin, conservatoire, c'est supérieur. Enfin, je veux dire, le supérieur, quoi, pas les Oui. Le conservatoire supérieur, je suis rentrée à Bruxelles, aussi un peu par hasard. En fait, je me rends compte que ma vie est faite de hasard. Là, d'un coup, en parlant. Un peu les effets papillons, comme ça. C'est ça. Ouais. Comme beaucoup de Français, je me suis expatriée parce qu'il y a peu de place dans l'enseignement supérieur en France, donc il fallait chercher ailleurs. Mais mon but à l'origine, c'était de rentrer au conservatoire de Lyon.
Et donc, il y avait un programme d'entrée très, très exigeant. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur un concours à Bruxelles où le programme était libre et qui avait lieu 2 semaines avant le concours de Lyon. Donc, je me suis dit, ah bah super, je vais aller à Bruxelles roder mon programme. Ouais. Je n'avais pas mis de souhait de professeur, je n'avais rien mis, j'y vais, je joue. C'est une des seules fois où j'étais contente de ce que j'ai fait. En plus, j'avais pas de pression. Tu avais 18 ans alors à ce moment-là? J'avais 19 ans. Ouais. Et donc voilà, donc je suis rentrée à Bruxelles et là j'ai fait une rencontre extraordinaire avec un prof qui m'a appelée pour me dire qu'il voulait bien me prendre dans sa classe. Et puis donc 2 semaines après, il a commencé à me donner cours et puis 2 semaines après, je suis partie quand même passer mon concours à Lyon. Ma question, ouais. Et quand je suis partie, il m'a dit « Écoute Luce, je ne te souhaite pas bonne chance ». Bon, et j'ai mis un peu de temps à comprendre. Je voulais pas y croire. Et puis, bon, voilà. C'était comme ça. Donc j'ai très mal joué au concours à Lyon et je suis rentrée chez ce professeur à Bruxelles. Après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai passé des concours d'orchestre. Parce que je voulais faire ça. C'était clair pour toi que tu voulais aller faire de l'orchestre? Non, c'était pas très clair. J'ai fait du quatuor aussi. C'était aussi un grand rêve pour moi de faire du quatuor. Le quatuor, c'est un peu un sacerdoce, quoi. Ouais. Non seulement il faut très bien s'entendre avec tout le monde, c'est un peu comme une famille, mais avec qui on passerait les 2/3 de sa journée, 6 jours sur 7. Est-ce que tu peux expliquer, parce que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément du milieu de la musique classique, pourquoi vraiment le quatuor, c'est vraiment quelque chose de très spécifique en musique de chambre qui est assez difficile, plus qu'un trio ou une autre formation? Le quatuor nécessite plus une osmose entre les musiciens que les trios où déjà la nature des instruments est différente. Voilà, entre un violon, un piano. Là, le quatuor, c'est 2 violons, un alto, un violoncelle. Il faut vraiment que tout soit parfait, entre guillemets, pour réussir là-dedans. Et toi, tu t'es pas retrouvée... ça t'épanouissait pas comme tu voulais musicalement? Ça m'épanouissait, mais jusqu'à un certain point. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Oui. Voilà, et puis on devient un peu indépendant dans le sens de chercher du travail quand on est dans un groupe comme ça de musique de chambre, c'est-à-dire qu'il faut tout faire. Il faut trouver les concerts, il faut faire toute la paperasse administrative, il faut faire... donc, c'est beaucoup de choses auxquelles on pense pas avant. C'est un emploi à temps plein, en fait, quand on veut bien faire les choses. Comme tu dis, en plus, c'est une osmose à chercher presque trop fusionnelle, en plus de ça. C'est ça, voilà, très fusionnelle. Ouais. Pendant tes années de conservatoire, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Toi, tu l'as bien vécu? Ou est-ce que tu as quand même des moments où ça a été plus dur, où tu t'es posé des questions sur est-ce que je veux vraiment faire ça ou pas? Est-ce que je me suis posé des questions? Oui, je m'en suis posée parce qu'en dernière année de conservatoire, juste avant mon diplôme, en fait, j'ai eu une tendinite assez grave. Ouais. Et puis, les médecins que j'ai rencontrés au départ m'ont pas tellement aidée et je me suis vraiment posé la question de si j'allais pouvoir physiquement continuer. Voilà. Mais, et tu t'es remise comment de cette tendinite? Ça a pris du temps pour que tu t'en remettes? Alors oui, ça a pris du temps, c'est-à-dire que les médecins m'ont conseillé l'arrêt, l'immobilisation. Bon, ça a duré 2 mois, puis ça n'a rien changé. Et puis, un peu par hasard, j'ai rencontré un autre violoniste qui a eu aussi pas mal de problèmes physiques et qui m'a dit « Allez, viens me voir demain ». Et franchement, je ne sais pas comment c'est possible, mais en 2 jours, j'avais plus mal. Ah oui? Ouais, en travaillant mon violon. Parce que lui faisait... Il t'a fait une séance de kiné ou non, plutôt... pas de kiné, de posture. J'ai changé un peu ma position, j'ai changé des choses. Hein. Mais voilà, finalement, la guérison, à partir de là, c'est allé très vite. Ah, c'est fou ça. Pour moi, ce qui a été compliqué à vivre, c'est plutôt l'incertitude que ça génère. C'est-à-dire, si physiquement, on n'est plus capable, alors que j'étais même pas encore professionnelle, en fait. Ouais. Donc, avoir fini ses études et se dire, peut-être qu'en fait, ça va pas aller pour en faire mon métier. Ouais. Voilà, à cause du physique. Voilà, c'est ça qui était perturbant. Ouais. Et après, donc, tu as enchaîné tout de suite après...
avoir fait ton master sur les concours d'orchestre. Oui. Un peu de quatuor, donc, et les concours d'orchestre. Les concours d'orchestre, c'est un concours en plusieurs étapes. En général, il y a 3 tours qu'on passe. On est candidat et jugé à l'aveugle, donc ça veut dire que on joue derrière un rideau ou un paravent. Derrière, il y a le jury qui évalue sur environ, je dirais au pire 30 secondes et au mieux 2 minutes de musique. Donc c'est un exercice difficile parce qu'il faut être vraiment très performant à un moment précis. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça dure très peu de temps. Enfin, souvent, je compare ça, c'est vrai, dans le sport, on voit les commentateurs qui disent, qui parlent du niveau de pression, de tout ça. Mais enfin bon, un match de tennis, ça dure 2 heures, parfois 4. Et si on rate une balle, c'est encore rattrapable. Ouais, en concours d'orchestre, on rate une note, c'est la petite cloche, ding ding, merci, au revoir. Donc c'est vraiment un exercice difficile. Donc je n'ai jamais gagné de concours d'orchestre, mais je suis plusieurs fois arrivée en finale. Ce qui est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal parce que dans beaucoup de concours, en violon, il y a à peu près 100 candidats pour une place. Donc quand on fait partie des 6-8 derniers, c'est déjà une satisfaction. Après, c'est aussi un peu frustrant de ne pas gagner. Mais avec le recul, je suis contente parce que donc c'est le fait d'être arrivée en finale, c'est ce qui fait que maintenant j'ai du travail, que différents orchestres m'appellent pour venir jouer, remplacer. Est-ce qu'on peut dire donc qu'arriver quand même en finale apporte de la visibilité ? Ça n'a marché que comme ça, et je pense que la majorité des orchestres aujourd'hui fonctionnent comme ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Soit il y a même des concours de remplaçants, on appelle ça, donc de personnes qui ne vont pas être nommées, mais qui sont appelées régulièrement pour jouer dans l'orchestre. Ou alors, quand il y a une place qui s'ouvre, ils gardent les coordonnées de ceux qui arrivent loin dans le concours. Et aujourd'hui, tu travailles dans quel orchestre ? Alors, je travaille principalement à l'orchestre d'Anvers, le Antwerp Symphony Orchestra. Oui. Et à l'orchestre de chambre de Wallonie. Oui, c'est vrai. Et c'est l'orchestre de chambre de Wallonie, d'ailleurs, pour nos auditeurs, qui accompagne le Reine-Elisabeth à la demi-finale, où vous accompagnez les Mozart. Oui, c'est ça. C'est de la pression quand même. Oui, il y a pas mal de pression cette semaine-là. C'est une semaine bien chargée. On travaille de 9h à 21h. Oui. C'est une semaine un peu à part toujours dans l'année. Mais c'est très chouette de voir tous ces candidats. La plupart sont vraiment on sent leur plaisir d'être là et de jouer avec un orchestre professionnel qui les accompagne. Par rapport à l'écriture, comment il est arrivé ? Est-ce qu'il est né de tes lectures, d'un rapport déjà existant à la littérature, ou plutôt un peu déconnecté, juste d'une volonté de transmettre quelque chose ? Un jour, je me suis lancée un peu par hasard aussi, encore des hasards. C'était juste avant le Covid. J'ai vu une affiche dans ma bibliothèque de ma commune qui organisait un concours de nouvelles sur un thème donné. Et puis je me suis dit, tiens, le thème m'inspire bien, je vais essayer d'écrire une nouvelle. Donc j'ai fait ça et puis j'ai gagné ce concours, qui était un tout petit truc, vraiment à échelle... C'était le public qui votait ou c'était c'était un jury avec les bibliothécaires et je ne sais plus trop maintenant qui d'autre, mais il y avait un jury dédié pour ça. Et donc, ça m'a donné envie de continuer. Je me suis dit que j'avais d'autres idées à exploiter et que ça valait le coup d'essayer. Voilà. Mais donc, on peut dire que tu étais une fervente lectrice avant d'écrire ? Ou toi, tu te dis juste non, je lisais pas assez. C'est quoi comment tu te situes par rapport à ça ? Si, j'ai toujours beaucoup lu avec des périodes de creux parfois.
Mais j'aime beaucoup la littérature. Depuis que j'écris, je suis devenue même boulimique de littérature, en fait. J'aime beaucoup ça. Oui, et souvent, je pense vraiment qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. C'est ma croyance aussi. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a changé dans ta vie ? Ou un écrivain ? C'est comme demander à un compositeur. Je sais que c'est un peu impossible. Mais disons, à un moment donné, là où tu en étais dans ta vie, est-ce qu'il y a eu un petit « Oh, ça m'a fait quelque chose », quoi ? Il y en a beaucoup. C'est vrai que maintenant, je lis beaucoup de littérature moderne. Mais quand j'étais adolescente, disons vers, 16-18 ans, j'ai lu énormément de littérature classique. Et quand j'y repense, je me dis oui, sûrement ça a influencé. J'aime beaucoup Maupassant. Et Maupassant, en dehors du fait d'avoir écrit des nouvelles aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup. Il y a une finesse psychologique dans ses personnages qui, moi, m'a beaucoup marquée. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver dans la littérature, je crois. Quand tu lis ou quand tu écris ? Les deux. Ok. T'as la nouvelle qui a fait que tu as gagné ce petit concours, elle portait sur quoi ? Alors, elle s'appelle Un clic pour une claque et elle porte sur un adolescent qui est accro aux écrans et sa mère ne sait plus quoi faire. Le processus, c'était facile pour toi ou ça t'a demandé quand même beaucoup de moments de réflexion, de structure, de se dire comment je vais structurer la nouvelle ? Alors, c'était très facile et même donc le premier recueil de nouvelles que j'ai sorti, celle-ci en fait partie, ça s'appelle Mère indigne, au pluriel. Ouais. Et ça a été très facile de l'écrire puisque je ne me posais aucune question. J'ai écrit de manière complètement instinctive, sans même avoir pour but d'être publié. C'est une fois que j'ai eu la sensation d'avoir fini, je me suis dit pourquoi pas l'envoyer. Mais ce n'était pas mon but premier. Donc oui, ça m'a semblé facile, entre guillemets. Et puis par la suite, alors là, les choses se compliquent parce que voilà, une fois qu'on a publié, une fois qu'on se dit tiens, je vais peut-être continuer là-dedans, on a toujours le désir déjà de faire mieux. Et puis là, on commence à se poser vraiment des questions. Mais comme en musique. Oui, je trouve que ça peut. Sûrement. Parfois, on est dans quelque chose de très spontané, très naturel, on se pose pas trop de questions. Et c'est parce qu'on te voit que tout d'un coup, il y a de l'importance et que là, tu te dis ah, j'ai peut-être un peu mieux structuré. Et là, ça dégringole. Oui, c'est vrai. Bon, après, en littérature, ce qui est différent, c'est qu'on n'est pas jugé sur le moment présent. Absolument. Donc, on peut réfléchir, remanier. C'est vrai. Est-ce que tu sais m'expliquer comment tu construis tes livres ? Donc, quel est le processus, tu vois, du début jusqu'à la fin ? Est-ce que tu as une manière très précise de faire ? Est-ce que tu écris, c'est important pour toi d'écrire tous les jours ou c'est plutôt des phases où tu vas être plus inspiré, que tu vas dédier à l'écriture ? J'attends pas Enfin, c'est vrai que l'inspiration, c'est un mot qui revient souvent quand on parle à des personnes qui écrivent, comme si c'était, je sais pas, un éclair de génie comme ça qui nous tombe dessus. Moi, je crois pas qu'il y ait vraiment d'inspiration qui vienne naturellement. Après, au niveau du rythme, ça dépend parce que moi, j'ai un rythme de vie qui est aussi très changeant. Si ce sont des semaines où je travaille à l'orchestre, c'est pas possible pour moi d'écrire. C'est ça la grande différence aussi entre le violon et l'écriture, c'est que maintenant le violon c'est devenu une pratique tellement connue pour moi et puis parfois il faut travailler juste pour l'aspect technique. Je n'ai pas besoin de
d'être très concentrée ou d'avoir beaucoup de temps, je peux sortir mon violon pour 20 minutes et faire 20 minutes pour travailler mes partitions. Et puis voilà, je peux le faire pendant que mes filles sont en train de regarder un dessin animé. Ou quand j'étais au conservatoire, il ne faut pas le dire, mais je travaillais mon violon en regardant Roland-Garros. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Ouais, voilà. Après, je ne vais pas dire que c'est le travail le plus efficace et qu'il faut faire comme ça, mais c'est possible en tout cas. L'écriture, c'est complètement impossible. Il faut, en tout cas pour moi, il me faut un niveau de concentration vraiment élevé, ce qui inclut du silence déjà. Et aussi, il me faut une plage horaire suffisante parce que comme c'est un peu fragmenté, je ne sais plus forcément ce que j'ai écrit la dernière fois que j'ai écrit et donc le temps de s'y remettre. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je crois que c'est en écrivant qu'on écrit et que donc pour répondre à ta question sur l'inspiration, il faut commencer et peut-être qu'elle viendra. Oui, tout à fait. Et après, comment tu structures alors pour arriver à ta finalité de livre? Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête que déjà ça va être un livre? Parce que j'imagine que tous les textes ne sont tout ce que tu as écrit, je ne sais pas si ça a été publié ou pas. Et comment tu te dis, là je vais d'abord faire le premier par exemple, et puis le 5e chapitre parce que je veux que ce soit bien ficelé. Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Ta petite popote interne. Alors, au début, je suis assez désorganisée puisque je me laisse un peu porter. J'ai des idées précises sur le début de l'histoire, sur les personnages, même si ça s'affine au fur et à mesure. J'ai une idée de ce que je voudrais dire, en tout cas, de ce que je voudrais faire passer comme message. Et ensuite... au niveau de la structure, là, ça devient un peu compliqué, effectivement. Parce que c'est en renouvellement, en changement constant, en tout cas. Voilà, là, je suis en train de sortir un premier roman. C'est la question que je me suis posée pendant longtemps. Est-ce que j'allais être capable d'écrire une forme longue ? Voilà, c'est pas la maison vide de Mauvigné, il fait pas 750 pages, mais c'est quand même considéré comme un roman. Et alors, pour celui-là, j'ai dû remanier tous les chapitres parce que j'ai fait des chapitres par personnage et qu'à un moment, je me suis dit, c'est trop long les chapitres, ça ne va pas comme ça, il faut que je les raccourcisse. Mais donc, j'ai dû couper chaque chapitre en essayant de voir le continuum du temps, voir, ah oui, mais ça, il faut déjà qu'il l'ait dit, puisque l'autre va en parler dans 2 pages. Et donc, ça s'est transformé en véritable casse-tête, cette réorganisation. J'imagine. Donc, oui, mais j'apprends de mes erreurs. Je me dis que, voilà, il y a des auteurs qui font des plans, qui font des... Ça. Voilà. C'était ma question. Je n'en fais pas, mais peut-être que je vais le regretter encore une fois. Je ne sais pas, on verra. Et est-ce que c'est... Quand tu commences à écrire, tu sais déjà que ça va être un livre? Pour devenir un livre, il faut que ça intéresse un éditeur. Oui, en tout cas que tu vises, disons, cette finalité. Oui, là maintenant, je le vise. Okay. C'est quelque chose que je vise parce que ça doit être une histoire de personnalité aussi, parce que j'ai rencontré plein d'auteurs qui m'ont dit « Ah, moi, j'en ai 10 dans le tiroir. » Voilà. Moi, je serais incapable de ça. Déjà, je serais incapable d'écrire plusieurs choses en même temps, alors que je suis capable de lire plusieurs livres en même temps, mais bon, c'est différent. Et puis, j'aime bien arriver au bout d'un projet, ou au moins avoir le sentiment que moi, je suis arrivée au bout. Oui. C'est important pour moi. Donc, si c'est pas assez bien... Souvent, on dit... les conseils qui sont donnés comme ça aux jeunes écrivains, c'est que ça peut devenir vraiment un roman si on arrive à dépasser les 10 000 mots et qu'on a encore des choses à dire. D'accord. Donc, il y a comme s'il y avait un cap. Et en fait, je trouve que c'est assez vrai. D'accord. Dans le style d'écriture que tu as, il y a un auteur qui t'influence, où tu sens qu'il t'a vraiment, par exemple, Maupassant, je ne sais pas, en tout cas, il influence ton style de façon inconsciente.
Il y en a plusieurs. Après, ça dépend de mes lectures du moment. Je viens de lire un livre formidable où je pense que pour la première fois, je me suis dit « Oh, si seulement j'arrivais un jour à écrire quelque chose comme ça ». D'accord. Au niveau de l'influence, oui, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabrice Caro. Son livre le plus connu s'appelle Le Discours et c'est l'histoire d'un type qui tourne un peu en rond dans sa tête sur des petites choses en fait. Je trouve ça passionnant et c'est un peu les sujets que j'aime aborder aussi sur ça, le discours intérieur, qu'est-ce que les personnages pensent vraiment, voilà. En parlant de thèmes, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent de façon récurrente dans tes livres ? Oui, en général, ce sont les relations familiales, je dirais. Ça m'intéresse, mais les relations tout court et aussi les différentes formes de langage. Ça m'interpelle beaucoup. Dans la communication, tu veux dire ? Dans la communication, oui. Donc langage non verbal, langage, pourquoi tel mot, ouais, pourquoi... Qu'est-ce qu'on met derrière un ça va, qu'est-ce qu'on met derrière un belle journée, qu'est-ce qu'on met derrière... comment ces formules changent. Oui. Parfois, d'une année sur l'autre, on voit des expressions qui arrivent comme ça. Je me demande pourquoi, et pourquoi tout le monde décide de l'adopter. En fait, c'est ça la question. Mais oui, j'aime bien et je crois que cette différence de langage, ça me permet aussi de différencier les personnages. Oui. C'est ce que j'aime faire. Oui. Ouais. Mais les thèmes sont les mêmes dans ce que tu as abordé dans tes livres. Ils sont tous différents. J'ai l'impression que de ce que j'ai lu, c'était quand même des thèmes différents. Oui. Oui, c'est quand même des thèmes différents. Bon, après, le recueil Mérindine, c'est un peu le même fil conducteur de ces histoires de maternité pas assumées. Mais après, j'ai écrit une petite nouvelle qui s'appelle Le banc, et là, c'est une histoire de harcèlement scolaire. C'est une histoire qui m'a été inspirée par l'actualité, en fait. Le banc, j'ai vu ça un soir aux informations. Que certaines écoles installaient des bancs de l'amitié dans la cour de récréation, qui est censé prévenir l'isolement, le harcèlement. Donc, un enfant qui se sentirait isolé, rejeté, viendrait s'asseoir sur le banc de l'amitié et tout à coup, le monde est merveilleux. Je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais qui a pu se dire un jour que ce serait une bonne idée et que ça pourrait résoudre un problème. Ça peut résoudre, oui. Parce que... Et est-ce que ça fonctionne ? Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais il me semble que c'est encore plus stigmatisant d'aller s'asseoir sur ce banc que de ne pas y aller. Donc, ça m'a interpellée et c'est ça qui m'a inspiré l'histoire. Qui est sorti, j'ai noté, en 2024. En 2024, oui. Et Mère indigne en 2022. Et le prochain qui va sortir, tu nous le présentes ? Oui. Parce que donc, là, on est le 7 décembre, et il sort dans 2 jours, le 9 décembre. Le 9 décembre. Donc, celui-là s'appelle Comme un 25 décembre. Donc, c'est mon premier roman. C'est une histoire de famille qui va se retrouver pour fêter Noël. Donc, l'histoire est aussi... J'aime bien ces histoires un peu banales, et en faire, j'espère, quelque chose d'original. Donc là, ce sont des monologues de personnages. Donc chaque personnage a son petit chapitre en alternance. Et ils sont tous sur le trajet qui les mène à la réunion de famille. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un peu l'idée de pourquoi, finalement, dans une famille, chacun a un rôle établi et immuable, quoi, qui ne va pas changer toute sa vie, il aura le même rôle. Pourquoi les repas de famille se passent toujours sensiblement de la même manière, pourquoi on revient toujours sur les mêmes discussions. Voilà, c'est tout ça qui m'intéressait. Ça me fait penser quand même un peu à une ambiance de film Woody Allen. Ah oui, j'espère, c'est un compliment. Ah yes.
Oui, et j'aime C'est beaucoup... vraiment sur le moment, on questionne les relations et c'est sur un moment donné, et pas un truc qui se passe en longueur sur, comme un roman plus classique, on va dire, dans l'idée qu'on en a. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Bah, tant mieux, je suis flattée. Chouette. Mais j'aime beaucoup le cinéma de Woody Allen parce ouais. qu'il y a aussi un peu de ça sur... en fait, la pensée des personnages est très, Oui. très présente. Oui. Et ces gens qui tournent un peu en boucle sur Qui les questionne mêmes aussi le choses. langage, comme tu disais Exactement. tout à l'heure aussi. J'ai vu que tu organisais des petits ateliers d'écriture toutes les semaines. Toutes les semaines, oui. Les semaines. Où est-ce qu'ils se déroulent ? Alors, ils se déroulent dans la commune où j'habite, à Gansoren. Oui. C'est dans le nord de Bruxelles, près de la basilique de Kuckelberg. Mm-hmm. Voilà, je donne donc un atelier tous les mardis soirs. J'ai créé ça en janvier. Donc ça va bientôt faire 1 an. Je suis très très heureuse de... Pourquoi tu l'as créé ? C'était pour créer une rencontre autour de l'écriture ? Oui, je l'ai créé pour plusieurs raisons. Déjà parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'envie d'écrire mais qui n'osent pas s'y mettre parce que pas d'idées, pas la motivation chez soi. Voilà, des raisons un peu extérieures comme ça, qui ne font pas le pas d'écrire. Donc, je l'ai fait pour ça. J'ai voulu créer des ateliers aussi financièrement accessibles pour que ce ne soit pas un frein non plus, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers plus dans le sud de Bruxelles, où la population est peut-être plus aisée. Voilà, je voulais créer ça dans le nord de Bruxelles. Ça fonctionne très très bien. Ah, chouette. C'est plein quasiment toutes les semaines depuis janvier. J'espère que ça va continuer. Voilà, et qu'est-ce que tu fais durant ces ateliers ? Alors, c'est de l'écriture créative. Oui. Donc, ça veut dire que je ne donne pas de conseils techniques parce que moi-même, je cherche. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien ou mal à faire. Chacun a son style. L'important, c'est de faire. Donc, ces ateliers aident des personnes qui ont l'envie d'écrire à écrire. Donc, concrètement, comment ça se passe ? C'est que chaque atelier a un thème. Sur ce thème, je lis des extraits de livres. Et ensuite, je donne des propositions d'écriture. Donc, des amorces de phrases, des consignes plus ou moins précises. Et chacun peut écrire pendant, ça dépend des ateliers, disons entre 20 et 30 minutes. Et après l'écriture, vient le temps de la lecture. Si les participants le souhaitent, chacun lit le texte qu'il a écrit pendant l'atelier. Et ça, c'est vraiment un moment magique parce que on se rend compte qu'avec une même idée, un même thème, une même phrase d'amorce, tout ce qui est possible de faire, c'est vraiment... Et on s'en fait tous une idée complètement différente. Ça vient toucher en nous des choses complètement différentes. Oui. L'écriture, le processus d'écriture influence ta pratique musicale et vice-versa. Pour le violon, j'ai plus vraiment besoin d'inspiration parce que quand on joue dans un orchestre, ce qui compte, c'est pas l'inspiration, c'est de faire exactement la même chose que ses voisins et de suivre l'inspiration du chef d'orchestre. Oui, c'est voilà. vrai. Oui, c'est et vrai. que donc, même si moi j'en avais de l'inspiration, je peux la garder pour moi-même puisque si ce n'est pas oui, c'est vrai, voilà, ce qu'on me demande. Oui. Est-ce que tu pourrais passer un long moment sans violon, que ça te ferait quelque chose, ou un long moment sans écriture et ça te ferait quelque chose ? Oui, l'écriture me manque plus, oui. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que le violon, c'est un instrument exigeant, enfin comme le piano. Hein. Mais il faut travailler beaucoup d'heures par jour pendant beaucoup d'années pour espérer devenir professionnel. Donc je ne sais pas, est-ce qu'à un moment, il y a je dirais pas un trop-plein, mais oui, on a déjà beaucoup travaillé.
Je suis pas encore, en tout cas, à ce stade dans l'écriture. Oui. Pas du tout, parce que l'écriture, ça fait que 3 ans que j'ai commencé, donc pour moi, tout est encore nouveau. Tout est une surprise, tout est une attente, tout est découverte. Alors que le violon, bon, oui, c'est vrai. je dirais pas que j'ai fait le tour, mais je connais. Sûr. Oui. Est-ce que tu as l'impression que l'écriture comble quelque chose d'une certaine manière que tu n'attendais pas à ce que ça comble, hein, mais de ta vie de violoniste? Oui, peut-être. Déjà, comme on disait par rapport à la vie d'orchestre, dans l'écriture, je suis la seule à décider. Et c'est assez rare, en fait, dans la vie, de pouvoir être la seule à décider. Ça ne veut pas dire que je ne remets pas en question ces décisions, mais qu'à la fin, elle me revient. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Même que ce soit bien ou pas bien. Oui, tu fais ce que tu veux. Voilà. Oui. Et c'est finalement assez rare. Je ne vois pas d'autres aspects dans ma vie où je pourrais me dire, je fais ce que je veux, ça n'aura pas d'importance, pas d'incidence sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Donc oui, ça c'est assez plaisant comme sentiment. Est-ce que tu es quand même sensible au lien entre la littérature et la musique, qui est ultra existant dans la musique classique? Oui, et maintenant, il y a toujours de la musique dans ce que j'écris. Il y a toujours, oui, des références musicales parce que ça fait partie aussi pour moi d'une manière de décrire un personnage aussi. C'est pas très, très présent, mais c'est quand même présent. Tu dirais, toi, aujourd'hui, que c'est important de lire? Avec du recul, maintenant que tu es vraiment plongée dans la littérature? C'est vraiment une ouverture, en fait, et un voyage en restant chez soi. C'est découvrir des mondes extérieurs aux siens. C'est... oui, je crois que c'est très important. Et parfois, moi, je suis ébahie de voir... mes 2 filles ont un point commun, c'est qu'elles ont un langage très impressionnant pour leur âge. Ouais. Et ma plus petite de 4 ans, elle me sort... Donc là, je n'ai pas évidemment d'exemple précis au moment où je te parle. Mais parfois, elle me sort une expression où je me dis ok, comment elle connaît ce mot? Et puis, ça m'arrive 2 jours plus tard de relire un livre qu'on a pris à la bibliothèque et de me dire ah, mais en fait, il est dans ce livre, ce mot. Excellent. Et moi, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à l'entendre dans sa bouche et me dire voilà. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment lire. C'est aussi un contact, un moment précieux de lire des histoires. Moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à lire à mes filles de la littérature jeunesse. Tout ce qui se fait maintenant, c'est... Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. Ah, oui, oui. Enfin, l'originalité des histoires, la beauté des dessins. Il existe tellement de choses. Tu penses que c'est à la portée de tous d'écrire? De toute façon, la portée... on la met où on veut. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Hein, oui. Après, ce n'est pas à la portée de tous d'être publié. Ça, c'est une autre grande question parce que moi, quand je faisais que de la musique, j'avais l'impression que le milieu de la musique classique, c'était un milieu très, très élitiste où il y a très peu de place pour beaucoup de candidats. Et puis après, je suis entrée dans le monde de la littérature, de l'édition et tout. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était 100 fois, 1000 fois pire. J'ai entendu, ouais. Il paraît que c'est super dur de se faire éditer. Les pourcentages de manuscrits édités, c'est vraiment, vraiment ridicule. Donc, oui. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi plus de manuscrits qui sont proposés et qui n'ont aucune vocation à être publiés, alors que dans des concours de musique, quelqu'un qui a fait 1 an de violon ne se présentera pas. Oui. Il n'y a que des gens légitimes qui sont là. C'est vrai. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Je ne sais pas, pour ça, il faudrait parler à un éditeur. Moi, je ne connais pas tous les dessous du système. Mais Toi, tu vas de toute façon pousser les gens à écrire, ou plutôt pousser les gens à lire,
Ou les deux? Ah bah les deux. Les deux. Les deux, c'est ça que je fais dans les ateliers. Oui. C'est aussi... moi, j'ai des lectures très diverses, donc je lis vraiment des extraits de choses qui n'ont rien à voir. Je vois parfois l'intérêt des gens. Ah oui, finalement, j'ai acheté celui-là, c'est super. Ah, redonne-moi le nom de l'auteur de celui dont tu as parlé la semaine dernière. Ça, vraiment, ça me fait super plaisir de faire découvrir autant de littérature. Et puis écrire, oui. Je crois que c'est Marguerite Duras qui disait que si on savait à l'avance qu'on allait écrire, on n'écrirait pas. Mhm. Et j'aime bien cette phrase parce que y a un côté laisser la place à l'inattendu, à la spontanéité. Tout ça, c'est ce qu'on fait pendant l'atelier. Et moi, j'en ai fait aussi des ateliers d'écriture par curiosité d'abord. Et alors, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que moi, j'ai une personnalité un peu perfectionniste. Et je trouve qu'en fait, c'est pas du tout une qualité. Pour moi, c'est un défaut. C'est quelque chose qui m'handicape dans la vie. Je suis sans cesse à me dire, à m'auto-censurer, à me dire que ce n'est pas assez bien, que non, il faut aller plus loin, que voilà. Et l'atelier, ça ne laisse pas la place à l'autocensure parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Voilà. On écrit pendant 20 minutes, 30 minutes, et voilà, à la fin, ce ne sera pas parfait, mais on l'aura fait. Et pour moi, c'est ça qui importe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins de rêves. Moi aussi, je suis pleine de rêves, et j'essaye d'en réaliser quelques-uns. Et je crois qu'à la fin, c'est ça qui compte. C'est de se dire qu'on a fait quelque chose. La réalisation, pour moi, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que ce serait ton conseil si tu devais donner un conseil aux jeunes, ça rejoindrait ceci? De faire. Oui. Oui, je crois que ça, c'est mon premier conseil. Ouais. Qu'on ne peut jamais savoir ce que ça va donner si on n'a pas essayé. Si on n'a pas essayé, oui, absolument. On a oublié de montrer ton carnet d'écriture. Oui. Et il y a des petites indications à l'intérieur ou Il y a beaucoup d'indications, mais oui. Ah, c'est chouette. Alors, donc ça s'appelle le carnet d'écriture mot à mot parce que les ateliers que j'ai créés s'appellent les ateliers mot à mot. Voilà, je fais une petite introduction classique avec un peu qui je suis, à quoi on peut s'attendre dans ce carnet. Et ensuite, il y a 15 propositions d'écriture qui sont toutes basées sur une petite citation d'un livre, avec une phrase d'amorce, et le carnet est ligné pour écrire les textes dans le carnet. L'idée, c'était d'offrir une suite aux ateliers aussi, et de faire un carnet qu'on pourrait transporter partout pour pouvoir écrire partout. C'est une expérimentation. J'espère que ce carnet va aider des personnes à s'y mettre, à se lancer. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous lire un petit passage de ton prochain livre pour conclure l'épisode? Oui. Alors, je vais te lire juste une phrase qui explique le titre. Ok. Aujourd'hui, si papa ou les frangines me demandent comment je vais, je leur répondrai comme un 25 décembre, mon lundi à moi. Voilà, c'est la manière de détourner comme un lundi pour dire que quelque chose va mais ne va pas tellement bien. Et aussi l'aspect répétitif. Oui, tout à fait. Oui. C'est bien la première fois que nous partons si tôt. On va être obligé d'aider Monique en cuisine. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à papa pour lui dire que nous sommes en route. Il va me répondre « Ok, bise ». Pas de phrase, pas de bonjour, pas d'exclamation enthousiaste, pas « Coucou, faites bonne route, j'ai hâte de vous voir ». Juste « Ok, bise ». 2 mots, 2 points. À l'ère du smartphone, papa envoie des télégrammes. Je parie qu'il est encore au lit. Il va attendre le dernier moment pour aller à la boulangerie. Résultat, il n'y aura plus de baguette et on devra se farcir un pain d'épeautre ou une boule sans gluten. Les situations se répètent, les discussions tournent en rond. Alors, nous nous taisons. Chaque réunion de famille se résume à une éternelle impression de déjà-vu.
Merci. Voilà. Merci à toi.